Bob Newhart nous a fait rire pendant plus de 70 ans. Mais lors de sa dernière interview, l'homme connu pour son esprit calme et son franc-parler n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Pendant des décennies, il avait gardé ses émotions hors champ, laissant son humour tranquille parler pour lui. Mais tout a changé lorsque l'intervieweur a mentionné Jenny, sa femme depuis 60 ans, qui était décédée 3 mois plus tôt. Ce qu'il a dit ensuite à propos de leur dernière conversation a stupéfié tout le monde dans la salle. La légende de la comédie, qui trouvait le rire dans tous les recoins de la vie, n'a soudain plus trouvé la moindre blague. Pour la première fois, Bob Newhart ne livrait pas une punchline. Il révélait son cœur. Ces derniers mots ont changé notre perception de lui pour toujours. Bob Newhart est né le 5 septembre 1929 à Oak Park, dans l'Illinois. 7 semaines plus tard, le monde a changé. La bourse s'est effondrée le 29 octobre, le mardi noir, et la Grande Dépression a commencé. Comme des millions de familles américaines, les Newhart ont connu des difficultés. Le chômage monte en flèche. Les files d'attente pour le pain serpentent dans les rues de Chicago, non loin de l'endroit où Bob a grandi. Ces difficultés l'ont façonné. Le souci permanent de l'argent a laissé des traces, mais il lui a aussi apporté quelque chose d'inattendu. Il lui a donné sa voix. Dans ces jours sombres, où l'humour était l'un des rares réconforts restants, Bob a appris le pouvoir d'une blague bien sentie. Son style discret et effacé est né de ces moments. Preuve que les personnes les plus drôles naissent parfois dans les moments les plus difficiles. Son nom a apporté son lot de confusion. Bob est en fait né George Robert Newhart. Son père était George David Newhart. À la maison, les deux George deviennent rapidement un problème. Chaque fois que quelqu'un disait George, le père et le fils se retournaient. Pour se faciliter la vie, le garçon décide de se faire appeler par son deuxième prénom. Dès lors, il s'appelle Bob. Ce petit choix l'a suivi pour toujours. Bob est devenu son identité, tant sur scène qu'en dehors. Sa comédie, simple et réaliste, est née de ce besoin précoce de se définir. La foi faisait également partie de l'univers de Bob. Il grandit dans une famille catholique avec 3 sœurs, Mary Joan, Pauline et Virginia. Ils allaient régulièrement à la messe. Les valeurs catholiques faisaient partie de la vie quotidienne. Sa sœur Mary Joan est même devenue religieuse. Elle a choisi le nom de Sister M. Joan Newhart et s'est consacrée à une vie de service. Bob l'admirait profondément. Son exemple lui a appris l'humilité et la gentillesse. Son humour était toujours doux et propre. Cela venait directement de la foi de sa famille. Même lorsqu'il est devenu une star, Bob attribue à ses premières leçons le mérite de lui avoir permis de garder les pieds sur terre. La famille Newhart savait aussi ce que signifiait tout perdre. Le père de Bob était copropriétaire d'une entreprise de plomberie et de chauffage à Chicago. Mais lorsque la dépression a frappé, l'entreprise s'est effondrée. La situation s'est tellement détériorée qu'ils ont dû vendre la voiture familiale. Ils n'avaient pas seulement besoin d'argent. Ils ne pouvaient plus se permettre d'acheter de l'essence. Bob ne l'a jamais oublié. Ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire et a façonné sa vision de l'argent et du travail. Plus tard, il plaisantera sur sa famille vivante au bord du gouffre économique. Cette période difficile lui a donné d'innombrables idées de comédie sur les difficultés quotidiennes. En 1952, la vie de Bob prend un nouveau tournant. Il est appelé sous les drapeaux pendant la guerre de Corée. Alors que beaucoup sont envoyés au front, Bob reste aux États-Unis. Il a servi comme commis au personnel à Fort Ord, en Californie. Il a classé des documents, tenu des registres et s'est occupé de la bureaucratie militaire. Ce n'était pas un travail héroïque, mais il lui a ouvert les yeux. Il a vu le côté amusant de la paperasserie et des bizarreries humaines. Ces expériences ajoutent à son humour tranquille, celui de Monsieur Tout-le-Monde. Bob Newhart n'a jamais cherché à devenir une légende de la comédie. En 1954, fraîchement sorti de l'armée, il décroche un emploi à l'U.S. Gypsum à Chicago. Sa tâche semblait simple, gérer la petite caisse et rembourser les vendeurs. Mais la réalité est un cauchemar. Bob restait tard, nuit après nuit, à essayer d'équilibrer les comptes. Quoi qu'il fasse, les chiffres étaient toujours faux. Un soir, épuisé et frustré, il a sorti l'argent de sa poche et l'a déposé dans le tiroir. À partir de ce moment-là, chaque fois que les comptes ne s'équilibraient pas,
Il couvrait lui-même le manque à gagner. Sa reddition silencieuse n'a pas impressionné ses collègues, mais elle lui a ouvert les yeux. Bob savait qu'il n'était pas fait pour la comptabilité. Cette erreur de 1,67 a changé sa vie. Il a quitté l'U.S. Gypsum pour travailler à la Glidden Paint Company. Les choses ne se sont pas arrangées. Lorsqu'on lui a proposé de le transférer dans le Maine, il a refusé. Cette décision a mis fin à sa carrière de comptable. Il est resté à Chicago, déterminé à suivre une autre voie. Il a trouvé du travail en tant que rédacteur publicitaire et artiste de doublage, s'en sortant à peine. Mais quelque chose a changé. Bob est prêt à prendre des risques. Tard dans la nuit, lui et son ami Ed Gallagher se glissaient dans leur bureau et utilisaient le matériel d'enregistrement de l'entreprise. Ils ont réalisé des cassettes humoristiques qu'ils ont envoyées aux stations de radio. L'idée était simple. Les cassettes coûtent 5 $ à produire et à envoyer. Plus ils en vendaient, plus ils perdaient de l'argent. Mais Bob s'en moque. Ces sessions lui ont permis de goûter à quelque chose de nouveau. L'excitation de la création. Le plaisir d'entendre sa propre voix sur une cassette. La rébellion contre l'ennui de son travail quotidien. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de se retrouver. L'une de ces cassettes est parvenue à Dan Sorkin, un disc jockey populaire de Chicago. Sorkin a perçu quelque chose de spécial dans la voix de Bob. Il a diffusé la cassette dans son émission de radio. Les auditeurs l'adorent. Sorkin l'a montré à Jim Conkling, le président de Warner Brothers Records. Conkling a proposé un contrat à Bob, même si celui-ci ne s'était jamais produit sur scène. Warner Brothers a organisé un faux spectacle en direct au Texas, remplissant la salle d'amis et de membres du personnel. En 1960, il s'est produit un événement auquel personne ne s'attendait. Un album comique atteint la première place du Billboard. Elle s'intitulait The Button-Down Mind of Bob Newhart. Cela n'a pas duré qu'une semaine ou deux. L'album a dépassé les ventes d'Elvis Presley et même de la bande originale de Sound of Music, qui régnaient tous deux sur les charts à l'époque. Les gens ont été choqués. Aucun disque de comédie ne s'était jamais vendu comme cela auparavant. Le style de Bob Newhart était différent. Il a fait des conversations téléphoniques unilatérales qui faisaient rire les gens en leur permettant d'imaginer l'autre personne au bout du fil. Son timing astucieux et ses pauses ont fait de l'album un énorme succès. Il est resté en tête des ventes pendant des semaines. Ce succès montre que la comédie peut rivaliser avec les plus grandes stars de la musique et de Broadway. Viennent ensuite les Grammy Awards de 1961. Bob Newhart remporte les prix du meilleur nouvel artiste et de l'album de l'année pour The Button-Down Mind. Ces prix avaient toujours été décernés à des musiciens, jamais à un comédien. Sa victoire a stupéfié l'ensemble du secteur. Il a envoyé un message clair. Les albums comiques ont un réel pouvoir. Les goûts du public évoluent. Les Grammy Awards remportés par Newhart sont entrés dans l'histoire et ont ouvert des portes à d'autres humoristes. Aujourd'hui encore, il reste l'un des rares humoristes à avoir remporté le prix de l'album de l'année. Cette nuit-là, au Grammy, a tout changé. Le monde de la musique ne pouvait plus ignorer l'impact de la comédie. Ce qui rendait Bob Newhart si spécial, c'était ses routines téléphoniques. Sur l'album, il ne jouait que sa version d'un appel. L'autre personne, le public, devait l'imaginer. Parfois, il s'agissait d'un personnage historique. D'autres fois, il s'agissait d'une personne complètement inventée. La magie vient des pauses, de la synchronisation et de la simplicité. Les gens se sont sentis concernés par les situations. Ce qui semblait être un appel ordinaire s'est transformé en quelque chose d'hilarant. L'approche de Newhart était fraîche et originale. Plus tard, des vedettes comme Steve Martin et Jerry Seinfeld diront que ces routines ont inspiré leur propre travail. Les appels de Newhart sont toujours considérés comme l'un des meilleurs exemples de timing comique. Le palmarès a prouvé son succès d'une manière encore plus importante. L'esprit de la chemise à boutons est numéro 1. Son album suivant est devenu numéro 2. Au même moment, Bob Newhart a eu les 2 meilleurs albums du Billboard. Aucun autre comédien n'avait fait cela auparavant. Cela ne s'est pas reproduit avant que Guns N' Roses ne le fasse près de 30 ans plus tard. C'était une époque où les stars de la pop et du rock remplissaient les charts. Pour un comédien, c'était du jamais vu.
Ce succès l'a conduit à présenter sa première émission télévisée en 1961, le Bob Newhart Show, sur NBC, qui devait tirer parti de sa popularité. L'émission a même remporté un Primetime Emmy et un Peabody Award. Mais en coulisses, Bob était malheureux. Il avait l'habitude de travailler seul et d'interpréter des monologues qui mettaient en valeur ses points forts. Désormais, il est contraint de jouer des sketchs avec d'autres acteurs. Il ne se sentait pas à sa place. Il a admis un jour qu'il savait qu'il n'était pas bon dans ce domaine. Des millions d'Américains l'ont regardé se débattre dans cette expérience d'apprentissage. Les choses ont tellement mal tourné qu'il a tenté de démissionner au milieu de la saison. C'était presque du jamais vu pour une star d'une série à succès. En fin de compte, la série a été annulée après une seule saison. Mais elle a laissé une marque durable sur la comédie et a donné à Bob de dures leçons sur le contrôle de la création. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. La loyauté de Bob envers ses amis va lui coûter cher. Dan Sorkin, le présentateur qui avait aidé Bob à démarrer, faisait partie de l'émission. Mais NBC voulait que Sorkin s'en aille. Il pensait avoir de meilleurs annonceurs prêts à les remplacer. Bob refuse. Il ne voulait pas trahir l'homme qui l'avait soutenu. Les disputes font rage en coulisses. Bob a dit à la chaîne qu'il ne continuerait pas sans Sorkin. NBC n'a pas reculé. Ils ont annulé l'émission. Lemmy, les éloges, rien de tout cela n'avait d'importance. La décision a mis fin à sa première grande émission sur un réseau. Bob n'a su toute l'histoire que des années plus tard. Mais sa loyauté lui a valu un respect qu'aucune récompense n'aurait pu lui apporter. En 1964, la carrière de Bob l'a conduit sur l'une des plus grandes scènes du monde. Il est invité à se produire devant la reine Élisabeth II lors du Royal Variety Performance à Londres, le 2 novembre. Il a partagé la scène avec des stars comme Cilla Black, Moore Cayman Wise et Lena Horne. Se produire devant la reine est l'un des plus grands honneurs qu'un comédien puisse recevoir. Bob était déjà célèbre en Grande-Bretagne grâce à ses albums. Mais là, c'est différent. Des millions de personnes ont regardé. Son humour discret et intelligent fonctionne aussi bien avec le public britannique qu'avec son pays d'origine. Il dira plus tard que ce fut l'un des grands moments de sa carrière. Ce soir-là, il a prouvé que son humour pouvait franchir toutes les frontières. En dehors de la scène, la vie de Bob est tout aussi remarquable. En 1963, grâce à l'humoriste Buddy Hackett, Bob rencontre Virginia Ginny Quinn. Hackett était tellement sûr qu'ils étaient faits l'un pour l'autre qu'il a organisé leur rencontre. Même si Ginny sortait avec quelqu'un d'autre à l'époque, il avait prédit qu'ils se marieraient et avait même plaisanté sur le fait qu'il donnerait son nom à l'un de leurs enfants. Bob et Ginny se sont mariés en janvier 1963, et la prédiction de Buddy s'est réalisée. Leur mariage a duré 60 ans. Ginny est devenue le rock de Bob, lui offrant des commentaires honnêtes, le soutenant dans ses hauts et ses bas, et l'aidant à façonner sa carrière. Leur histoire d'amour était rare à Hollywood, où les mariages ne durent souvent pas. La famille représentait tout pour Bob et Ginny. Ils ont élevé 4 enfants, Robert en 1963, Timothy and Neil, 1967, Jennifer en 1971 et Courtney en 1977. Au fil du temps, ils ont accueilli 10 petits-enfants. Leur profonde foi catholique a guidé leur vie. Bob allait à la messe 2 fois par semaine. Il pensait que la foi rendait leur mariage solide. Il disait que le fait d'être catholique signifiait que l'on travaillait plus, dur pour son mariage, et que l'on n'abandonnait pas quand les temps étaient durs. Sa comédie propre et respectueuse reflétait ses valeurs. Le retour de Bob Newhart à la télévision en 1982 a apporté quelque chose de spécial. Il incarne Dick Loudon, un New-Yorkais calme qui s'installe dans le Vermont pour y tenir une petite auberge. Mais ce n'est pas seulement l'humour pince sans rire de Bob qui a fait la différence. Ce sont les personnes étranges et drôles qui l'entourent. Sa femme Joanna, interprétée par Mary Fran, lui a apporté sa gentillesse et son esprit acéré. L'homme à tout faire, George Utley, joué par Tom Poston, avait un charme doux mais désabusé. Il y avait aussi Stephanie, la riche femme de ménage qui ne voulait pas travailler, et Michael, le producteur de télévision nerveux qui n'arrivait pas à se détendre.
Mais personne ne peut oublier Larry et ses deux frères silencieux, tous deux prénommés Daryl. Leur simple phrase, Hi, I'm Larry. This is my brother Daryl. And this is my other brother Daryl. Bonjour, je suis Larry. Voici mon frère Daryl et voici mon autre frère Daryl, est devenu célèbre dans toute l'Amérique. Chaque fois qu'ils apparaissaient, leur comportement étrange et leurs gags silencieux suscitaient de grands éclats de rire. Le magnifique décor du Vermont, inspiré de la véritable auberge Waybury, rendait cette folie encore plus drôle. Pendant 8 ans, Dick a essayé de rester sain d'esprit alors que tout le monde autour de lui faisait des folies. Ce mélange de normalité et d'étrangeté a fait le succès de la série. Mais en coulisses, Bob Newhart a dû faire face à quelque chose de bien plus effrayant que n'importe quel voisin bizarre. En 1985, son tabagisme a facilité le tuer. Il fumait beaucoup depuis des années, s'allumant même au milieu de la nuit. Les dégâts s'accumulent. Son corps s'est mis à produire trop de globules rouges. Son sang s'est dangereusement épaissi et il a failli être victime d'un accident vasculaire cérébral. Le signal d'alarme est apparu à Miami lorsqu'il a eu un saignement de nez qui ne s'arrêtait pas. Les médecins l'ont emmené d'urgence à l'hôpital et lui ont dit la vérité. Sa consommation de tabac l'avait poussé à bout. Bob avait alors 56 ans et la frayeur l'a ébranlé. Il a arrêté de fumer le jour même et n'a plus jamais recommencé. Sa santé s'est rapidement rétablie et il a poursuivi sa carrière pendant de nombreuses années. Le spectacle lui-même a été un énorme succès. De 1982 à 1990, elle a compté 184 épisodes répartis sur 8 saisons. Elle n'a pas seulement été populaire auprès des fans, elle a également impressionné les critiques. Elle a obtenu 25 nominations aux Emmy Awards et a remporté 7 récompenses majeures. Bob a été nommé 3 fois pour le prix du meilleur acteur dans une comédie. La série a également été récompensée par les Golden Globes et d'autres groupes. Son écriture intelligente, ses personnages drôles et ses idées nouvelles l'ont aidé à se démarquer. Et tout cela a abouti à un final de série dont on parle encore aujourd'hui. En 1990, au moment du dernier épisode, Bob et les producteurs ont réalisé un tour de passe-passe incroyable. Ils ne voulaient pas que la vraie fin soit divulguée, alors ils en ont inventé une fausse. Dans cette version, Dick meurt après avoir été frappé par une balle de golf et rencontre Dieu. Les médias y ont même cru. Seules quelques personnes connaissaient la vérité. Lorsque la vraie fin a été filmée, le public a sursauté. Dick s'est réveillé dans son lit à côté de son ancienne femme de télévision, Suzanne Pleshette. Il s'est avéré que toute la série Newhart n'était qu'un rêve. Les fans se sont déchaînés. La fin surprenante a été qualifiée de plus grande de l'histoire de la télévision. Le parcours de Bob Newhart au cinéma a commencé d'une manière qui a surpris tout le monde. Il n'a pas commencé par une comédie. Son tout premier film est le drame de la Seconde Guerre mondiale, Hell is for Heroes, sorti le 3 octobre 1962. Le film, réalisé par Don Siegel, met en scène Steve McQueen et raconte l'histoire intense d'un petit groupe de soldats américains qui tentent de repousser une force allemande beaucoup plus importante. Newhart y incarnait le soldat de première classe Larson. Il s'agissait d'un rôle sérieux et personne ne s'attendait à ce qu'un célèbre humoriste se lance dans un film de guerre pour son premier film. Le film a rapporté environ 2 millions de dollars au box-office, un chiffre solide pour l'époque. Au fil des ans, il est devenu un film culte pour les amateurs de films de guerre. Ce premier rôle dramatique a lancé la carrière cinématographique de Newhart et a laissé entrevoir qu'il ne se limiterait pas à un seul type de rôle. En 1977, Newhart s'est fait remarquer d'une manière totalement différente. Il est devenu la voix de Bernard dans le film The Rescuers de Disney. Bernard était une petite souris nerveuse mais courageuse, et l'humour doux de Newhart donnait au personnage un charme qui plaisait aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le film a rapporté plus de 71 millions de dollars dans le monde entier et est devenu l'un des plus grands succès de Disney dans les années 1970. Le travail de Newhart a été tellement apprécié qu'il est revenu pour la suite. The Rescuers Down Under, en 1990. Cette suite est entrée dans l'histoire comme l'une des premières suites animées de Disney
et la première à utiliser le système d'animation révolutionnaire CAPS. La voix chaleureuse et drôle de Newhart a contribué à faire de Bernard l'un des personnages les plus appréciés de Disney et a permis à toute une nouvelle génération de découvrir son humour. En 1970, Newhart montre une autre facette de son talent dans Catch 22, où il interprète Major, un personnage qui devient Major uniquement à cause de son nom et qui est ensuite pris au piège de la bureaucratie militaire. Le film, basé sur le célèbre roman de Joseph Heller, est sorti le 24 juin 1970, réalisé par Mike Nichols. Il met en scène des stars comme Alan Arkin et Orson Welles. Le film a rapporté environ 24 millions de dollars dans le monde entier. Bien que les critiques aient été mitigées au début, Catch 22 est devenu un classique culte. Le style pince sans rire de Newhart rendait son personnage à la fois drôle et triste, prouvant qu'il pouvait traiter des sujets sombres et complexes aussi bien que des comédies légères. En 2003, Newhart a accepté un rôle qui l'a fait connaître à un tout nouveau groupe de fans. Il a joué le rôle de Papa Elf dans Elf, la comédie de Noël qui est devenue l'une des préférées des fêtes de fin d'année. Le film, avec Will Ferrell et réalisé par Jon Favreau, est sorti le 7 novembre 2003 et a connu un énorme succès, rapportant plus de 220 millions de dollars dans le monde entier. Le Papa Elf de Newhart était gentil, sage et discrètement drôle. Son personnage est devenu l'un des éléments les plus appréciés du film. Pour de nombreux jeunes spectateurs, Papa Elf a été leur première expérience de l'humour de Bob Newhart, ce qui a permis à son style de rester populaire auprès d'une nouvelle génération. En plus de 50 ans, Bob Newhart a joué dans 14 films. Son premier rôle principal a été dans Hot Millions en 1968, où il jouait le rôle d'un escroc astucieux. Des décennies plus tard, il est apparu dans Horrible Bosses en 2011. Ces films vont des drames sérieux aux aventures animées en passant par les comédies à succès. Même s'il a consacré une grande partie de sa carrière à la télévision, Bob Newhart a toujours trouvé du temps pour le cinéma. Lorsque Bob Newhart est revenu à la télévision en 1992, les gens étaient enthousiastes. Sa nouvelle émission s'appelait Bob. Il incarne Bob McKay, un gentil dessinateur de bande dessinée qui a créé un super-héros nommé Mad Dog dans les années 1950. La série avait une idée intelligente. Elle se moquait du monde de la bande dessinée et de la manière dont les bandes dessinées étaient rendues moins violentes par le passé. Ils ont même imprimé de véritables bandes dessinées de Mad Dog pendant la durée de la série. Au début, Bob McKay est revenu travailler sur son ancienne bande dessinée. Mais la chaîne a ensuite voulu que le héros soit plus sombre et plus violent, comme les bandes dessinées de l'époque. La série a essayé de suivre, mais elle a perdu son charme. Ils ont changé la distribution et déplacé le spectacle à une autre soirée. Cela n'a pas aidé. Après 33 épisodes, c'était fini. Les gens ont été choqués. Les émissions de Newhart ont toujours fonctionné auparavant, mais celle-ci n'a tout simplement pas fonctionné. Au milieu des années 90, Les Moonves, le président de CBS, voulait qu'il revienne à l'écran. Bob ne voulait pas le faire au début, mais Moonves a continué à le lui demander. Il pensait que Bob avait encore quelque chose de spécial à offrir. Cela a conduit à George et Léo en 1997. Bob a joué avec Judd Hirsch. Tous deux étaient déjà des vedettes de sitcoms. CBS a fait appel aux meilleures personnes pour travailler en coulisses. Ils avaient des scénaristes et des réalisateurs de premier plan. Tout semblait parfait. Mais cela n'a pas fonctionné. La série a démarré sur les chapeaux de roue. Il y a même eu un grand épisode avec des invités célèbres. Mais après une saison, il n'y en avait plus. Néanmoins, les efforts de Moonves ont montré à quel point les gens avaient confiance dans le talent de Bob. George et Léo semblaient être une valeur sûre. Le film mettait en scène Bob Newhart et Judd Hirsch dans des rôles de beaux-pères qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Bob jouait le rôle d'un libraire. Hirsch jouait un magicien bruyant aux relations douteuses. Ils ont même ajouté Jason Bateman dans le rôle du fils de Bob. Les gens pensaient que le mélange serait drôle. Mais les fans et les critiques n'étaient pas d'accord. Certains ont dit que les deux stars n'avaient pas la bonne alchimie. D'autres ont dit que les goûts des téléspectateurs avaient simplement changé.
Dans les coulisses, Bob a montré à quel point il était gentil. Il a modifié les horaires d'enregistrement pour que Hirsch puisse voir sa fille tous les week-ends. Ce genre de geste était rare. La série a eu 22 épisodes, puis elle a disparu. C'était une idée audacieuse qui ne s'est pas concrétisée. En 2001, Bob a failli retenter sa chance, cette fois. Il s'agissait d'un pilote de NBC dans lequel il jouerait son propre rôle. L'idée était de mélanger la vie réelle et la fiction, comme dans Curb Your Enthusiasm. Les acteurs du secteur étaient enthousiastes, mais le pilote n'a pas donné lieu à une émission complète. C'est l'un de ces moments de l'histoire de la télévision où l'on se demande ce qui aurait pu se passer. Si cela avait fonctionné, Bob aurait peut-être trouvé un nouveau moyen de se rapprocher d'un public plus jeune. Bob Newhart n'a cessé d'essayer de faire revivre la magie de ses premiers spectacles. Ses deux premiers succès, The Bob Newhart Show et Newhart, ont été adorés par les fans et les critiques. Newhart a même connu l'une des fins les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Mais après les années 1990, les choses ont changé. Bob était trop bizarre pour la plupart des gens. George et Leo ont été de grandes vedettes, mais n'ont pas duré. Même avec le soutien de personnes comme les Moonves, Bob n'a pas réussi à égaler son ancien succès. Son histoire montre à quel point il est difficile de suivre l'évolution des goûts. Le temps passé par Bob Newhart dans The Big Bang Theory a donné aux fans quelque chose de vraiment spécial. Il jouait le rôle d'Arthur Jeffries, mieux connu sous le nom de Professeur Proton. Au départ, le personnage semblait n'être qu'un animateur d'émissions scientifiques pour enfants. Mais il y a eu un rebondissement qui a touché le cœur de tout le monde. Le Professeur Proton avait été le héros d'enfance de Sheldon Cooper et de Leonard Hofstadter. Pour Sheldon, il était plus qu'un simple scientifique de la télévision. Il était un point lumineux dans une enfance solitaire. Le Professeur Proton rendait la science magique. Cette connexion a montré un côté plus doux de Sheldon. Un garçon qui avait autrefois admiré une star de la télévision portait toujours cet émerveillement au fond de lui. Bob Newhart a donné vie au Professeur Proton d'une manière qui semblait réelle. Son style doux et tranquille a rendu le personnage chaleureux et crédible. Les fans pouvaient ressentir le poids de la rencontre avec le héros que l'on a aimé enfant. Puis vint un moment que personne n'avait vu venir. En 2014, Bob Newhart a finalement remporté son Primetime Emmy Award à l'âge de 84 ans. Il avait 84 ans. Ce fut un choc car, depuis plus de 50 ans, il avait été nommé à de nombreuses reprises. Il a joué dans des films à succès comme The Bob Newhart Show et Newhart, mais n'a jamais remporté le prix. L'Emmy était pour son rôle du Professeur Proton. Après toutes ces années, c'était enfin la justice. Sa victoire a fait la une des journaux. Les gens ont apprécié que cet honneur soit attribué à un rôle qui l'a fait connaître à des fans plus jeunes. Cela a prouvé que Bob Newhart pouvait encore émouvoir le public, quel que soit son âge. Même après la mort du Professeur Proton dans la série, Bob Newhart n'en avait pas fini. Il est revenu sous la forme d'un fantôme qui a donné des conseils à Sheldon. Ces moments étaient drôles, mais ils faisaient aussi réfléchir les gens. Ils ont rappelé aux téléspectateurs Obi-Wan Kenobi guidant Luke dans la guerre des étoiles. Le Professeur Proton, le fantôme de Bob, a aidé Sheldon à faire face aux grandes questions de la vie. Ces scènes mêlent humour et émotion. Les fans ont adoré la façon dont le mentor fantomatique a ajouté de la profondeur au voyage de Sheldon. Bob Newhart ne s'est pas contenté d'apparaître une ou deux fois. Entre 2013 et 2018, il est apparu dans 6 épisodes de The Big Bang Theory. À chaque fois, il s'agissait du 22 et épisode de la saison. Ce petit détail était l'un des motifs amusants que la série aimait introduire subrepticement. De la 6e à la 11e saison, chaque fois qu'il apparaissait, c'était un événement. Les fans attendaient avec impatience de le voir. Ces scènes ont fait évoluer les personnages, en particulier Sheldon. Son rôle de Professeur Proton est devenu l'un des rôles récurrents les plus appréciés de la série. Et même après la fin de The Big Bang Theory en 2019, la voix de Bob Newhart a maintenu le Professeur Proton en vie. Il a fait du travail vocal sur le jeune Sheldon à partir de 2017. Grâce à ses caméos vocaux, il a continué à guider le jeune Sheldon. Sa voix familière a permis aux fans de se sentir chez eux. Cela a permis de relier les deux spectacles.
Le travail de Bob a montré qu'il était prêt à continuer à essayer de nouvelles choses, même à la fin de sa carrière. Sa voix avait le même charme que celui qui rendait ses scènes en direct si mémorables. Loin de l'écran, Bob Newhart a partagé une belle histoire d'amour avec Virginia Ginny Quinn Newhart. Ils ont été mariés pendant 60 ans. Tout a commencé par un rendez-vous arrangé par le comédien Buddy Hackett en 1962. Buddy a dit en plaisantant qu'il se marierait et qu'il donnerait même son nom à un enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé l'une de leurs filles Buddy. Bob et Ginny se sont mariés le 12 janvier 1963 et ont eu 4 enfants et 10 petits-enfants. Les idées de Ginny ont même contribué à façonner l'histoire de la télévision. C'est elle qui a imaginé le fameux twist ending de Newhart. Après avoir célébré 60 ans de mariage en janvier 2023, Ginny est décédée 3 mois plus tard. Elle avait 82 ans. Bob disait d'elle qu'elle était notre rock. Sa perte lui a brisé le cœur. Bob disait souvent que le secret de leur long mariage était de le rire. Quelle que soit la gravité de la dispute, ils trouvaient toujours le moyen de plaisanter et de se faire rire l'un l'autre. Cela mettait fin à la dispute. Bob pensait que l'humour les rendait forts. Il a dit que les mariages des comédiens duraient souvent plus longtemps pour cette raison. Ginny est d'accord. Elle a dit que la vie avec un comédien était tout simplement plus amusante. Leur maison était remplie de rire, ce qui les a aidés à traverser les moments difficiles. Le 18 juillet 2024, Bob Newhart meurt à 94 ans à Los Angeles. Sa mort met fin à une carrière qui a duré 7 décennies. Né George Robert Newhart, le 5 septembre 1929, il a débuté comme comptable. En 1960, il est devenu célèbre presque du jour au lendemain grâce à un album comique, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a remporté 2 Grammy. Son style tranquille et universel a fait de lui une star.